Très bien. Bon, merci à tous et à toutes et à tous d'être là ce matin. Nicolas qui nous accueille au nom de la SEM. Je ne vais pas mettre dans le ça. Au nom de la SEM, vous nous mettrez un petit mot d'accueil dans quelques minutes. La RSE, vous savez tous ce que c'est, mais pour nous, c'est très très important en tant que chambre de commerce. Depuis le début du mandat, moi, je suis président depuis 3 ans et demi, parce que Roland Gomez était président en amont. On a fait et on souhaite que la RSE soit un des vecteurs stratégiques de la chambre de commerce. Vecteur stratégique, et on y a mis les moyens avec 3 étages. Le premier étage, c'est celui que certains d'entre vous ont vécu, à savoir les formations Réséo en groupe de 6 à 8 personnes. Et Emmanuel en parlera davantage, donc je vais essayer de ne pas casser mon intervention. Simplement pour vous dire que politiquement et techniquement, on est le département qui avons utilisé le plus les appuis de la région, du conseil régional, sur ce processus. Le deuxième volet par rapport à ces groupes qui se sont formés, on crée et on a créé, alors excusez-moi, j'ai manqué à tous mes devoirs, j'excuse mon président de commission, Luc Ronfard, que je remplace au pied levé parce qu'il a eu un empêchement, c'était Luc qui devait être là, j'ai complètement oublié de l'excuser, et je remercie aussi toute la commission qui a fonctionné depuis 3 ans et demi, et notamment Jean-Pierre Joubert et Béatrice Long. Je reviens donc au deuxième étage de la fusée, qui est la création d'un label, qui aura des lauréats, et vous serez tous invités le 2 juillet, ce qui vous permettra d'afficher clairement le niveau de la RSE dans laquelle vous êtes lauréat. Et le troisième étage de la fusée, c'est aujourd'hui, avec la création du club RSE de la Chambre de commerce. On inaugure aujourd'hui avec une intervention d'Emmanuel de la société Cardox qui l'accompagne en tant que conseiller technique sur la CCI. Donc, moi, ce que je vous souhaite, c'est une très belle réunion ce matin. Je crois que pour certains et certaines, on déjeune ensemble. Alors moi, en fonction, si vous êtes bavard ou pas bavard, je pourrais rester ou pas rester. On verra comment ça va se passer. Je voulais remercier, pour conclure, le Crédit Agricole, qui est partenaire de cette opération, à la fois pour la création de ce club, mais pour notre journée du 2 juillet aussi, qui va être une très belle journée tournée vers la RSE. Et je voulais de nouveau remercier Nicolas Logier, qui est en retard, donc il ne parlera pas, la SEM qui nous accueille au sein de son établissement. Voilà, donc là, la suite, c'est pour Emmanuel. Oui. On peut peut-être donner la parole à Marianne, qui a Marianne. Qui avait été prévu par Nicolas. J'excuse mon président qui est en retard, qui devait prendre le discours, mais bon. Tout d'abord, merci au président de la CCI, Daniel Margot, aux partenaires et actionnaires au Crédit Agricole, à Didier Long, Avant ça, la tête de Citron est heureuse d'accueillir la CCIT 04 pour le lancement du club RSE. Je sais que le choix de la CCI de lancer ce club dans nos locaux situés sur le parc d'activités d'Alburance n'est pas un hasard. En effet, en collaboration étroite avec les services de la CCI, nous avons pu en 2018 faire labelliser le parc d'activités d'Alburance avec le label Parc Plus. Par l'ARB, c'est l'Alliance régionale pour la diversité et l'environnement. Et la scène de Citron a participé au dispositif Parcours RSE, mis en place par la CCI, qui nous a permis de bénéficier d'une formation très enrichissante. Le label Parc Plus en quelques mots. Le parc de Sisteron s'est démarqué au niveau régional par ses nombreuses toitures photovoltaïques, sur environ 3 hectares, l'équivalent de la consommation annuelle de 15 000 habitants. Le parc d'activité de Sisteron, à ce jour, compte 147 entreprises et 1413 emplois. La scène de Sisteron n'a pas attendu la COP21 pour prendre le virage des énergies renouvelables et de l'environnement dans son ensemble. En effet, engagé dans la RSE ayant construit il y a plus de 10 ans R6, c'est le bâtiment qui est derrière, le bâtiment passif à énergie positive avec sa toiture photovoltaïque, a été un des bâtiments pilotes pour le parc d'activité.
Notre parc est doté de plusieurs bornes électriques pour promouvoir les déplacements propres. La rénovation de notre bâtiment principal, celui-ci, je ne sais pas ce que c'est pour le savoir, pardon, a permis de passer ce bâtiment énergivore à un bâtiment passif à énergie positive, avec sa façade en photovoltaïque pour son autoconsommation, faisant de la scène de Citroën un producteur d'électricité. C'est une chance, une reconnaissance que la CCI lance son club RSE sur le parc, surtout qui partage une même valeur liée à la transition écologique que celle portée de la scène de Citroën. Plus que des ressortissants, nous sommes des partenaires et je me réjouis déjà des futures actions à mener ensemble lors des prochaines années. Voilà, merci. Merci Marianne. Emmanuel? Bonjour à tous. Moi, je voudrais remercier Luc et puis la CCI de me joindre à cette présentation et à ce lancement du club RSE. Moi, je voulais revenir juste un petit peu sur le côté historique de ce club. Pourquoi un club? Je crois qu'il a été forgé au fil des années, si je me souviens bien, avec le premier groupe inscrit dans le programme Réséo en 2017. Et c'est à ce moment-là, Pernod en faisait partie. Je vois d'ailleurs des partenaires qui ont également fait partie du groupe, notamment Moulin Pichard, à cette occasion. Alors pourquoi ce programme Réséo? Je crois qu'il est important aussi de dire que c'était quand même un programme à l'époque innovant, proposé par la CCI dans le cadre du programme de la région performant, le programme performant et responsable de la région. En quelques mots, donc, ce programme de la région permet aux entreprises de bénéficier de chaque conseil en RSE, et notamment au travers de journées d'accompagnement par des experts dans le domaine de la RSE, et avec un financement d'environ 70% par la région. Aujourd'hui, je crois qu'on est bientôt à la quatrième participation de groupe au niveau de l'RSE. La quatrième session commence le 1er juin. Voilà, le 1er juin. Avec 6 entreprises. Voilà. Et je crois que ce qui est important de dire, c'est que lorsqu'on a eu l'occasion de se rencontrer avec les différentes entreprises, alors on a tous nos réseaux, pour nous plutôt senteurs, cosmétiques, on a tous nos réseaux un peu interprofessionnels. Et ce groupe, au niveau du département, a eu l'occasion de partager, bien sûr, nos visions un peu de la RSE, mais également de faire partager de notre réseau au niveau domaines complètement différents. Je pense à la saveur, à la senteur, le domaine des farines, les circuits courts, etc. Et je pense que c'était très enrichissant pour tous les participants. La volonté donc, de ce parcours, c'était bien sûr de se faire rencontrer des entreprises du département, mais aussi d'échanger sur nos bonnes pratiques et de monter en expertise à travers l'intervention des différents consultants sur des domaines très variés, puisque les déchets, la réglementation du CPE, la gouvernance, c'était très enrichissant. L'idée, je pense, importante, qui déjà était en projet lorsqu'il y a eu cette première plateforme en 2017, c'était de créer un club RSE. Alors effectivement, je pense qu'aujourd'hui, le vivier d'entreprises engagées dans la RSE ou en devenir en termes d'engagement, parce qu'il y a, enfin pour moi, il n'y a pas vraiment d'importance en termes de niveau. Je pense que l'entreprise qui a toujours en tête de fabriquer, de concevoir des produits, d'avoir une activité artisanale ou industrielle en mettant en avant l'aspect de l'homme et de l'environnement. Je pense qu'à partir du moment où on a ça en tête le matin en se levant, on est dans la bonne voie de la RSE et on intègre facilement tous les piliers de la RSE. Je pense qu'il est intéressant de continuer cette dynamique au niveau des entreprises engagées. Et ce club RSE, je pense qu'il est avant tout créé pour et par les entreprises. C'est-à-dire que le souhait, c'est aussi que chaque personne engagée dans le club puisse exprimer ses besoins en termes de thématiques RSE. Soit sur l'environnement, soit sur l'aspect social, l'aspect économique, l'aspect territorial. Et je mettrai beaucoup l'accent sur l'aspect territorial parce que, effectivement, la marque RSE Consable qui voit le jour et qui sera
le sujet de la remise, je crois, 16 entreprises de la marque responsable au mois de juillet au monastère de Ségriès. C'est important de mettre l'accent sur l'aspect territoire de cette marque, puisque pour créer cette marque, on s'est appuyé sur un référentiel de l'ORE, l'association qui accompagne les entreprises et qui est issue d'acteurs de la RSE, et avec un gros point, une mise en avant importante de l'ancrage territorial des entreprises et de tout vecteur économique, échange et environnemental aussi, la prise en compte environnementale du territoire dans une démarche RSE. Voilà, je crois que c'est important de le souligner parce que je pense que c'est la seule marque RSE aujourd'hui qui existe dans le Sud avec cet ancrage territorial fort et une démarche de progrès. Voilà, donc écoutez, voilà. Ce que je voulais dire, je pense que encore une fois, il n'y a pas de nouveau RSE à partir du moment où on a envie de placer l'homme et la nature au cœur de son activité et de ses produits. On s'engage dans une démarche RSE. Et moi, j'ai envie de dire participer parce que c'est un club qui se veut de conseils, de partage de bonnes pratiques, d'intervention d'experts, et qui va permettre à chaque personne, à chaque entreprise de grimper en compétences et en expertise. Et je pense que c'est aussi un moyen de montrer toute la dynamique du territoire et des départements sur ce volet-là. Voilà. Merci à tous. Je vous propose d'enchaîner faire un focus donc, sur le partenariat de la école CCI 04 avec François et Grégory, si vous voulez. François, si vous voulez commencer. Ouais, sinon, c'est très rapide. Moi, ce que je veux dire, on a depuis de nombreuses années, vous l'avez compris, on travaille sur la RSE. On a sollicité cette année le Crédit Agricole pour nous accompagner dans cette démarche. C'est vrai qu'ils ont été particulièrement intéressés dans cette thématique-là parce que dans leur mode opératoire et dans leur philosophie aujourd'hui, c'est vraiment très ancré. Donc, moi, voilà, je voulais simplement les remercier parce que nos échanges ont été particulièrement fournis autour de la RSE. On a conçu aussi les programmes avec eux. Ils nous accompagnent là, j'espère, durablement, sans mauvais jeu de mots, sur cette démarche-là. Et du coup, la thématique aussi de cet atelier, qui est le premier, sur lequel on va rapidement démarrer les échanges, c'est le financement. Donc, c'est vrai que c'est le partenaire principal aujourd'hui. Donc, voilà, je voulais simplement vous remercier de votre présence et de votre soutien. Écoutez, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc, effectivement, Crédit Agricole, en tant que banque proche de son territoire, est particulièrement attaché à l'accompagnement de différents acteurs et notamment sur une thématique aussi vaste et innovatrice que la RSE. Donc, à ce titre-là, c'est déjà une thématique que nous intégrons parfaitement dans notre mode de fonctionnement interne et dans nos actions diverses et variées en direct. Et ça, c'est Jean-Pierre Icard qui va intervenir tout à l'heure, qui en donnera un peu plus de détails. Et aussi, nous, on a à cœur d'accompagner, donc en termes de financement, les différents acteurs économiques de notre secteur, à savoir la RSE, ça sous-entend des investissements, qui dit investissement, du financement, et là, le Crédit Agricole a à cœur, encore une fois, d'être le partenaire privilégié sur l'accompagnement en termes de financement de ces conditions. Merci. Nicolas, tu clôtureras la session, si tu veux bien, oui, de manière à ce qu'on commence la thématique. On démarre avec la table ronde, alors interactive parce qu'on a, même si ce n'est pas beaucoup, quelques visionnautes qui sont présents. Donc, on va faire déjà un tour de table de la table ronde avec donc Émilie Guichou et ici de France Agriculture. Alors, si tu peux te lever et puis parler assez fort, voilà, pour qu'on ait bien le retour au niveau du son. Le chat, pour ceux qui sont en ligne, si vous voulez poser des questions, on va essayer de regarder au fur et à mesure vos questions. Et surtout, l'intérêt, c'est que vous interagissiez, vous nous interrompiez un maximum autour des intervenants qui sont là pour que voilà, ils vous apportent un maximum de réponses les plus précises possibles.
Donc, France Active. Je croyais que c'était tous les jours du programme. Non. On fait la suite. Oui, donc France Active est une association de finances solidaires donc, qui est en capacité de capter des fonds des finances solidaires pour derrière les réinvestir dans des structures, soit de l'économie sociale et solidaire, association Stop-Prix, soit dans des entreprises qui vont mettre en place des mesures responsables dans leur façon de fonctionner et dans leur choix de développement. Donc, on intervient à tous les stades de développement d'une structure et on a plusieurs types d'interventions. On va avoir une capacité d'accompagnement des structures, donc l'accompagnement plus sur la partie économique et financière, c'est sur la partie RSE, bien sûr, même si on a un peu de compétences. On accompagne à la construction des plans de financement et donc, je peux passer à la slide d'après. On ne peut intervenir, comme je vous disais, que sur des structures qui vont avoir un impact. Donc, on regarde différentes choses pour pouvoir intervenir sur une société classique, sur une association qui a un projet en général d'utilité sociale qui est un peu plus simple à évaluer. Une association et la gouvernance à des démocratiques, normalement, le fait, mais il faut toujours faire un projet questionnaire validé. Sur une entreprise, on va s'attacher à regarder 5 actes à chaque fois pour comprendre, évaluer le niveau d'engagement de la structure et du coup les outils, vous allez voir derrière la dernière slide, c'est le type d'outils qu'on peut apporter pour les entreprises. Alors, juste sur les 5 choses qu'on regarde, je ne vous les décris pas parce que vous aurez tout le détail envoyé par Daniel, mais on va regarder donc l'emploi, c'est-à-dire dans quelle mesure la structure présente intervient pour que l'emploi qu'elle propose soit sécurisé, soit de qualité, qu'il y ait une réflexion, enfin voilà, tout après à l'emploi, les GPSC, les choses comme ça. On va regarder l'impact sur le territoire. Donc là, aujourd'hui, sur la marque RSE responsable, c'est particulièrement d'actualité. Donc l'idée, c'est de voir sur le territoire comment la structure, elle s'implique, comment elle rayonne et comment son développement, c'est pas juste le sien, mais c'est aussi celui des autres acteurs potentiels qu'il va y avoir autour. On regarde le projet social qu'éventuellement il y a, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des entreprises qui, dans leur offre classique, vont avoir parfois des politiques tarifaires différentes en fonction de quotients familiaux, enfin, voilà, c'est quelque chose de se cadrer, mais ça peut être autre chose. On va avoir l'impact sur l'environnement, comment je réfléchis à l'impact de mon entreprise sur mon environnement, comment je limite les intrants, les sortants. Et enfin, on va regarder les questions de gouvernance, donc de démocratie interne, la limitation de la lucrativité pour qu'elle bénéficie plus à une structure et à un collectif qu'à une personne. Voilà. Donc, une fois qu'on a validé tout ça, ça nous permet, là, tu peux passer à la slide d'après, de proposer différents types d'outils. Ça, c'est vraiment les outils qu'on peut mettre que sur des entreprises qui sont vraiment actives sur la question de la RSE. D'accord? Donc, sur la partie accompagnement, France Active, on fait partie, dans le cadre du parcours performant responsable, on porte un des outils de CPR, qui est le dispositif CEDRE. Donc CEDRE, ça veut dire contrat expérimental pour le développement responsable des entreprises. Ça a été créé il y a plus de 10 ans. Donc nous, ça fait plus de 10 ans. Il y a 15 ans qu'on est positionné pour la RSE. Et ça consiste à un diagnostic et plan d'action, construction d'un diagnostic et plan d'action RSE en partenariat avec des experts RSE. Donc c'est vraiment le boulot. Et en face, en financement, il y a une subvention qui est octroyée par le conseil régional. C'est pas un conseil, c'est le conseil régional, qui peut être de 15 000 à 45 000 euros, qui vient aider à mettre en œuvre un plan de développement responsable. Ensuite, sur la partie accompagnement, si vous en voulez plus d'infos, on pourra en parler derrière au déjeuner. Il y a l'accompagnement premier pas dans la transition écologique, qui vise des structures TPE, PME, qui veulent se lancer, qui n'ont pas encore, qui ne savent pas vraiment ce que ça veut dire la transition écologique, mais qui souhaiteraient opérationnellement, concrètement, pouvoir lancer de trois petits peu. Et sur la partie financement, donc CEDRE, c'est une subvention, mais c'est la seule qu'on va avoir pour la RSE. Après, derrière, comme je disais, on a un organisme de finance solidaire, donc on peut intervenir en fonds propres, en prêt et en garantie d'emprunt. Ça permet, comme au même titre que je mentionnais tout à l'heure pour Crédit Agricole, de venir participer, que ce soit sur des projets de RSE ou pas, mais au développement, au rebond. Hein, il y a eu une problématique et qu'on a besoin de relancer la machine. Voilà. C'est tous les outils qu'on peut avoir juste pour les structures de la RSE. C'est bon? Merci, Monique. Pas trop long. Parfait. Alors, on enchaîne avec la nef. Est-ce que Camille? Je suis là. Est-ce que vous m'entendez bien?
Parfait. Est-ce que tu vois la slide, c'est bon? Non, mais c'est pas grave, je la connais. D'accord. Donc, il y a deux slides. Voilà. Ouais, c'était rapide. Donc bonjour à tous. Déjà merci pour l'invitation. Donc je suis Camille Kiri, je suis banquière itinérante à la Nef. La Nef, c'est une société, un établissement financier sous format de coopérative qui existe depuis maintenant 30 ans. Même un peu plus, et qui a objet de financer l'entrepreneuriat social et toutes les structures et établissements qui ont un impact positif soit sur l'environnement, soit sur un aspect culturel ou social. Voilà nos piliers d'intervention. La Nef est un établissement un peu particulier, c'est-à-dire qu'on a des critères éthiques, justement notamment sur les financements qu'on fait. On a une totale transparence sur nos financements, justement. C'est-à-dire que chaque année, on publie l'intégralité de nos financements. La liste 2020 vient de sortir sur notre site internet, si ça peut vous intéresser. L'idée de la Nef, du modèle économique de la Nef est assez différent d'une banque classique, c'est-à-dire qu'on ne se refinance pas sur les marchés financiers, on a un circuit court de l'argent. L'argent qu'on prête, c'est l'argent qu'on reçoit, entre guillemets, en épargne, de nos épargnants. Voilà un peu pour notre spécificité, nos valeurs qui sont assez fortes. Et puis voilà, pour en faire une présentation un peu rapide, donc on intervient sur la partie pro, sur les financements du coup. Aussi, on développe au fur et à mesure l'aspect banque et l'aspect compte courant professionnel au quotidien. Voilà, on intervient sur la slide 2 peut-être pour mettre en avant les secteurs dans lesquels on intervient. Donc, je vous disais l'écologie, le social et le culturel. Sur l'écologie, alors les chiffres ont été un peu modifiés en 2020. Ça représente plus que 56% de nos financements. Dans l'écologie, on retrouve tout ce qui est projet photovoltaïque, transformation bio, distribution bio, ce qui est épicerie. Typiquement en local, boulangerie bio, on a l'école internationale de boulangerie qui assisteront, avec qui on travaille beaucoup. Voilà, pour la partie écologie. La partie sociale, ça sera plus des projets voilà, de bien-être et voilà, sur tous ces projets-là. Et sur l'aspect culturel, on retrouve tout ce qui est café culturel, théâtre, tout ce qui est voilà, un peu le monde de la culture en général. Sur l'aspect social, j'ai oublié de mentionner qu'on intervient aussi avec les collectivités, on retrouve ça là-dedans. Aujourd'hui, l'aspect social, ça représente 40% de nos encours parce qu'on a beaucoup investi, on a fait beaucoup de financements, notamment avec les collectivités, sur tout ce qui est projet de rénovation énergétique. Voilà un peu sur notre organisation. Du coup, le siège de la Nef est au nord de Lyon. On intervient sur toute la France. On est des banquiers itinérants sur tous les départements à peu près de France. Pour ma part, moi, je suis basée à Valence. Et je m'occupe de la Drôme, Ardèche, du Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence. Voilà, un peu pour mon rayonnement. Et voilà, si vous avez des questions, je ne manquerai pas d'y répondre. Merci beaucoup, Camille. Alors, on va enchaîner avec le Crédit Agricole, donc déjà en tant que structure, et puis après, on fera un focus sur la manière dont vous accompagnez les projets RSE. Alors, est-ce qu'on laisse parler Jean-Pierre ou Oui, d'abord Jean-Pierre qui va présenter. Jean-Pierre? Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui. Alors, moi, à la différence de certaines ou de certains, je ne suis pas banquier. Même si je travaille au Crédit Agricole depuis 35 ans, mais historiquement, je viens de l'informatique et aujourd'hui, je suis responsable logistique et achat et je suis là parce que je suis aussi correspondant RSE. Alors, je suis correspondant RSE. Je suis pas responsable de la RSE au Crédit Agricole, Provence-Côte d'Azur. J'aime pas trop ce terme responsable de la responsabilité sociale des entreprises. Moi, en fait, les actions RSE du Crédit Agricole qui me sont entre guillemets affectées sont les actions dans le fonctionnement du Crédit Agricole. Je ne vais pas vous parler des financements, même si je sais un petit peu ce qu'on fait en termes d'offres, en particulier sur les agris. Je connais aussi France Active, qui s'est présenté tout à l'heure, puisqu'on participe aussi au groupe de travail sur la Préci, la plateforme de financement
de l'économie circulaire avec la région sud. Donc, je connais un petit peu la partie financement quand même. Mais moi, c'est surtout la partie fonctionnement, à savoir les actions que l'on fait, nous, aujourd'hui, au Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur, sur les 3 thèmes de la RSE, hein, que ce soit sur le développement durable, sur le social et sur l'économique. Voilà. Donc, après, sur la partie financement, je vais laisser plutôt la parole à Grégory, parce que les offres, voilà, ce que je disais tout à l'heure, j'en connais quelques-unes. Je sais qu'on n'a pas d'a priori sur les financements dans l'absolu. Lorsque je participe aux réunions avec sur la Précis, les projets qui sont présentés, ma foi, si le projet tient la route, il n'y a pas de raison qu'on ne le finance pas. Voilà. Et pour finir, le Crédit Agricole, nous aussi, on n'est pas une banque comme les autres. Voilà. J'aime bien le rappeler, on n'est pas la HSBC ni la BNP, puisqu'on est une banque mutualiste. Et je vous rappelle que nous, nos financements, ils sont limités au département géographique sur lequel on est implanté, à savoir le 04, le 06 et le 83. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Donc là, on a la slide avec les départements et la raison d'être du Crédit Agricole. Est-ce qu'on enchaîne un petit peu sur comment vous abordez les dossiers? Voilà, est-ce qu'il y a des spécificités ou peut-être qu'il n'y a pas de spécificité encore aujourd'hui dans la banque et ça c'est en train d'évoluer? Alors, il y a un grand projet, enfin un grand projet, et je crois que c'est toutes les banques pour le coup qui vont être impactées, c'est la notion de critères ESG, à savoir environnement, sociétal et gouvernance. Alors, je la fais courte, hein, c'est de dire demain, lorsqu'un dossier de financement arrive, à aujourd'hui, on regarde la partie financière pure, c'est-à-dire l'état de l'entreprise, etc., si le dossier tient la route. Demain, c'est de dire, de rajouter une note sur les critères ESG, à savoir de connaître la maturité RSE de l'entreprise qui vient demander le financement. Alors, c'est vrai que je parle de financement et avec les taux de crédit qui aujourd'hui sont ce qu'ils sont, de pouvoir distinguer un financement sur une entreprise vertueuse et non vertueuse, l'écart est, on va dire, aujourd'hui minime. Pour autant, il peut exister. Donc, alors, je ne sais pas si Grégory peut en parler un petit peu plus des critères ESG. Je sais que moi, aujourd'hui, je suis à Brignoles et le centre d'affaires entreprise de Brignoles, il y a quelques années, a été pilote justement sur la mise en place de ces critères-là. Et en fait, c'est de rajouter une partie non financière lorsqu'on échange avec les entreprises ou les professionnels et de connaître à la fois leur maturité et derrière, si possible, bien sûr, de les accompagner justement, s'ils le souhaitent, vers, alors, je ne vais pas dire une transition écologique ou RSE, mais on va dire vers une démarche peut-être plus vertueuse, et ce, quels que soient les 3 volets de la RSE. Merci, Jean-Pierre. Oui, donc je vais rebondir un peu plus sur la partie financement. Assez fort, pardon. Alors, je vais rebondir sur la partie financement. Avec le masque, c'est pas évident de faire entendre. Aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs choses. Un client vient nous voir, il y a la partie RSE de par son activité propre et aussi de par les investissements que l'entreprise compte faire, de par son mode de fonctionnement interne. Une offre spécifique pour la RSE, aujourd'hui, en tant que telle, elle n'existe pas. Elle existe sur une partie de notre clientèle qui est la clientèle agricole. Pourquoi? Parce que depuis des années, il y a eu tout ce qui était investissement en panneaux photovoltaïques, tout ce qui était aide à la transition vers le bio et compagnie. Les agricoles, bien entendu, on était dans cet accompagnement-là. Sur la partie professionnelle, il est bien entendu que, comme l'a dit Jean-Pierre, sur les plus gros investissements et aujourd'hui sur les entreprises parties, notre clientèle entreprise, à partir de certains chiffres d'affaires, il y a tout un volet à aborder pour savoir où cette entreprise en est dans sa transition, dans son raisonnement RSE sur les divers volets qui existent à ce titre-là.
il est clair et net que nous, notre partie, elle vient dans l'accompagnement vraiment bancaire, financement. À savoir que l'investissement, est-ce qu'il va être viable, est-ce qu'il va avoir un bon impact sur le territoire, est-ce qu'il est viable économiquement et financièrement. Là, on ne sort pas des divers verbatims pour tout investissement et tout financement. Par contre, il est clair et net que, à l'inverse, une entreprise avec une activité qui va avoir un impact RSE plutôt négatif, qui va avoir un impact négatif sur l'environnement et qui n'a pas en plus une appétence à améliorer cela, on va être un peu moins enclin à l'accompagner qu'une autre qui par contre est plus vertueuse dans sa démarche. Par rapport à cela, il y a la partie barème, où effectivement on va être plus enclin à octroyer des barèmes préférentiels à une entreprise qui s'inscrit dans cette démarche-là. Néanmoins, il faut aussi aborder la partie accompagnement, parce que souvent ça va de pair avec des gros investissements. Qui dit investissement dit en retour sur investissement, des fois de par des économies de charges externes, psychologie dit moins de charges externes sur tout ce qui est intrant selon les activités, qui dit aussi des impacts fiscaux par rapport aux aides diverses et variées. Donc ça va pas de pair avec des différés d'amortissement dans le crédit, et c'est là où nous, de par notre approche bancaire, on va être dans l'accompagnement et le besoin. Voilà, donc nous, vraiment, il faut venir avec un projet, on aborde tout, et si le projet nous paraît viable, bien entendu, c'est avec plaisir qu'on accompagnera le client dans cela. Et pour rebondir sur le jeu de mots qui a été donné tout à l'heure, nous sommes vraiment dans une banque pour le développement durable et pour un accompagnement durable de nos clients. Donc c'est vraiment pas juste faire le financement, acquérir le client, donc c'est vraiment l'accompagner dans cela. Et je dis souvent, on est des donneurs d'alerte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on détecte par notre propre expérience, de par certains signaux qui nous sont donnés, un besoin, on renvoie toujours le client vers ses experts, ses partenaires. Donc voilà, là on a terminé le tour de parole, on va dire la présentation. Est-ce que Daniel voulait intervenir? Premier commentaire, le commentaire qui est fait là sur le financement, et notamment celui du Crédit Agricole, c'est de dire que notre fournisseur, partenaire financier, va regarder le volet RSE dans, on va dire, sa cotation et l'accompagnement. Et on en parlait tout à l'heure avec certains d'entre vous en aparté, mais nos clients aujourd'hui vont nous demander. Je vois des gens, là, je vois qu'il y a Ronan qui est connecté. Pour ma part, je suis de plus en plus en lien avec les grands comptes de la cosmétique, des comptes mondiaux comme Yves Rocher, L'Oréal, Body Shop, enfin tous ceux que vous connaissez. Il y a un volet RSE qui n'existait pas il y a 3-4 ans. Et aujourd'hui, ça pèse entre 20 et 25% de la note. Et on a même des audits RSE de 2 à 3 jours pour valider notre démarche. Donc, ça rentre dans le cadre des valeurs de l'entreprise, et ça rentre surtout aussi dans le cadre de la signature de contrats avec ces grands groupes. Et comme le Crédit Agricole, qui est un fournisseur partenaire accompagnant, ces grands groupes sont aussi des clients accompagnants. Des groupes comme, sans rien vous cacher, des groupes comme L'Oréal aujourd'hui ont une démarche positive à nous accompagner pour qu'on progresse. En financement, en expert, en audit et en plan d'action qui, bien sûr, doit apporter des résultats sur les années à venir. Donc, c'est important de voir que fournisseurs et clients autour de nous vont nous demander de progresser dans la RSE. C'est important pour rebondir sur ce que vous dites, c'est-à-dire que nous, on va avoir une demande, une certaine exigence par rapport à nos clients, et nous-mêmes, nous devons être exemplaires, et de par les démarches qu'on a entreprises, Jean-Pierre pour le développer un peu plus que moi, il est un peu plus familier de tout cela, en interne, de par le nouveau projet qui nous concerne un petit peu plus, le nouveau siège social qui se construit sur Manosque, qui s'inscrit totalement dans cette démarche environnementale et d'économie d'énergie, avec en plus appel à une majorité d'entreprises locales. On a vraiment eu à cœur de faire appel à des partenaires et des clients locaux pour cette construction. Donc tout ça, c'est très très important. Et j'ai envie de dire même, c'est très bien que les grands groupes l'intègrent dans leur propre démarche, et de par leur rayonnement donner l'exemple, mais ce type de financement, c'est très varié. Ça peut aller de simplement un artisan qui rénove son outil, qui fait appel pour sa chambre froide à des équipements plus modernes et donc moins énergivores. Chacun met sa petite pierre à l'édifice. Donc ça, c'est important que chacun sache que c'est très anodin. Un artisan qui, à un moment donné, va choisir d'investir sur un parc automobile hybride ou électrique pour ses chantiers proches, etc. Ça fait partie aussi des financements qui nous tiennent à cœur et qu'on accompagne. Voilà, il faut toujours prendre en compte. Nous, on aborde un peu plus le côté un peu plus
plus méchant avec le côté vraiment argent, est-ce que c'est viable, l'investissement, il ne va pas surcharger l'entreprise pour que ça soit durable dans le temps. Et voilà, tout ça, c'est des aspects qu'on prend en compte pour faire en sorte d'être exemplaires, nous, de par notre fonctionnement, mais aussi de par notre approche conseil, notre compétence sur le financement. Une stat sur les véhicules électriques hybrides ou hydrogène, bien Ou hydrogène, bien Ah, entendu. j'ai fait un très bel article ce matin dans France Info sur l'hydrogène et les véhicules électriques. Et les véhicules hydrogène. Est-ce que Emmanuel, tu veux intervenir ou on laisse peut-être des questions déjà? Non, non, je rejoins complètement Daniel par rapport à son intervention sur les demandes et les cahiers des charges des gros groupes. Bon, nous, on a une situation un peu particulière puisqu'on travaille historiquement avec un client qui est Nature et Découverte. Mais si aujourd'hui, on a été racheté il y a quelques années par Nature et Découverte, récemment racheté d'ailleurs par le groupe Stagnerty également, c'est parce qu'on a aussi toute cette image d'intégration de la RSE dans nos activités et qui est vraiment un gage, bien sûr, de confiance dans la relation. Est-ce qu'on prend une première question ou vous voulez qu'on aille sur des cas fictifs? Moi, j'ai une question qui n'est pas abordée là sous cet angle-là, mais qui peut se poser notamment pour des entreprises qui sont très engagées dans le domaine de la RSE. Parce que jusqu'à présent, vous avez parlé du financement des actions qui vont dans le sens de la RSE. En fait, l'entreprise, comment est-ce qu'elle peut aujourd'hui identifier des financements qui sont eux-mêmes dans la dynamique de la RSE? C'est-à-dire que vos produits financiers, eux, s'inscrivent pleinement dans une démarche RSE. Parce que c'est aussi ça. On va demander aux entreprises de faire le tour des parties prenantes et de s'assurer que chacun est engagé aussi dans ces domaines-là. Les organismes financeurs, que ce soit les banques ou l'associatif, aujourd'hui, développent des produits et quel est le moyen de prouver que ces produits-là s'inscrivent dans une démarche RSE au niveau du financement même, au niveau du produit financier? Là-dessus, déjà, il y a une source de base qui s'appelle Financeuil, c'est un site qui permet de répertorier pour les épargnants et pour ceux qui souhaitent emprunter un peu tous les outils de la finance solidaire. Après, effectivement, je ne parlerai pas pour la mettre parce que Camille pourra intervenir derrière. C'est nous, France Active, quand vous voulez les fonds qu'on peut prêter. Excusez-moi, je m'étouffe en fait. Les fonds qu'on peut prêter, c'est soit des fonds publics qui nous ont été octroyés et que derrière on peut redistribuer, soit c'est des fonds d'épargne solidaire. C'est-à-dire nous, en tant que citoyens, on peut aller dans une banque en disant moi, ce que je veux, c'est pas épargner sur un compte classique, c'est un compte qui va avoir un impact. Mais par contre, je suis OK pour dire que cet argent, il ne va pas me rapporter autant que si je le mettais sur une assurance classique ou quoi. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on va venir capter, c'est 10% de cet argent qui est mis. Admettons, j'épargne 100 €. Nous, France Active, on va capter 10 €. Sur ces 10 €, il y aura une rémunération très faible pour l'épargnant. Mais par contre, on s'engage à ce que toutes les structures auxquelles on prête, c'est pour ça que je disais qu'on ne peut intervenir que sur des structures soit de l'économie sociale et solidaire, soit RSE, on s'engage à ce que cet argent ne soit réinvesti que sur des structures responsables ou à impact social positif. Et donc, l'argent capté au niveau de France Active n'est que de l'argent responsable. C'est soit des fonds publics, on peut considérer que les fonds publics, a priori, en France, en tout cas, sont responsables, soit de l'épargne solidaire, qui retourne derrière dans le même, un peu le même schéma que ce qu'a présenté l'ANEF tout à l'heure, qui retourne derrière aux épargnants, mais avec une rémunération moindre. L'impact que ça a à France Active, et peut-être l'ANEF pourra en parler aussi derrière, c'est que c'est de l'argent qui coûte plus cher que de l'argent qui transite par ailleurs, parce que du coup, cet argent-là, il n'est pas, voilà, il n'est pas acheté, vendu, il n'est pas spéculé ou autre par ailleurs. Et donc, du coup, par exemple, nous, France Active, le taux des outils de prêt qu'on a, c'est un taux qui est à 2% fixe depuis 30 ans et qui ne bouge pas parce que c'est le taux minimum qu'on puisse octroyer en pouvant derrière donner une miette aux épargnants solidaires symboliques. Et, voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, l'argent responsable, il a un coût, mais comme je posais quelques personnes dans la salle, comme des offres de produits responsables, souvent elles ont un coût. C'est compliqué de trouver une offre responsable chez Lidl, quoi. La viande à
à 10 € le kilo, a priori, elle est moyennement responsable. Et voilà. Et donc l'argent, c'est pareil. Enfin, voilà. Pour France Active, en tout cas, voilà Et donc Finansol, je pense que c'est un bel outil pour commencer à prendre connaissance des outils de finances solidaires qui peuvent exister. Oui. J'ai une question. Vous pouvez nous dire du label ISR, qui est un label c'est l'investissement social, pas socialement responsable, qui est souvent annoncé par les financeurs. Enfin, voilà, Alors, ça complète un peu la première question qui a été posée. Alors, Comment s'assurer que... Je ne suis pas spécialiste, moi, sur ce label-là, pour le coup. D'accord. Ce que je sais, c'est que, justement, c'est un label qui est rebouclé par Finansol derrière. Donc, c'est Finansol Finansol, c'est une plateforme, en fait, qui recense tous les outils de finances solidaires qui existent et qui octroie un label qui est sérieux, en fait. Et quand on est référencé sur Finansol, c'est sérieux. Après, je ne sais pas, peut-être qu'Aline de la Nef aura plus d'infos sur l'ISR. Moi, je suis désolée, mais je ne peux pas m'avancer parce que je ne maîtrise pas assez ce label-là. On va peut-être donner la parole à Camille. Camille, tu es toujours là? Oui, je suis là. Voilà, si tu peux réagir donc, sur tout ce qui vient d'être dit et le Ouais, l'ISR aussi. Du coup, alors peut-être aussi pour reboucler sur ce que Émilie disait, effectivement, alors nous à la Nef, l'argent est forcément entre guillemets RSE, si on peut le dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de refinancement sur les marchés financiers. Donc, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, un circuit court et une totale transparence sur ce que les épargnants, quand ils prêtent leur argent, on leur dit chaque année ce qu'on fait de leur argent. Donc, il y a une totale transparence de ces fonds-là. Donc, ils sont complètement garantis et notamment, nous, on est labellisé ESUS, on est le seul établissement bancaire en France à être labellisé aujourd'hui ESUS, c'est-à-dire quand même un gage d'engagement fort et on l'est depuis quand même 30 ans. Sur un autre, pour répondre juste à la première question, sur un autre pilier de la RSE, aujourd'hui, il y a le rapport des Amis de la Terre qui montre que la Nef est le premier établissement bancaire en France à avoir le moins fort impact carbone. Ça, c'est des guides aussi qui existent et qui sont faits voilà, par des associations et ONG qui disent voilà, le classement des banques dans l'impact écologique aussi. Sur la partie ISR, nous, étant donné c'est plus sur les marchés financiers finalement, l'ISR. Donc, vu que nous, on n'est pas sur les marchés financiers, on n'a pas de... si on peut dire, notre argent est forcément... socialement et responsable parce qu'ils financent que des projets de ce type-là. Donc, moi, je n'ai pas forcément de réponse à vous apporter sur l'ISR parce que vu qu'on n'est pas sur les marchés financiers, on n'est pas forcément concerné directement. Merci, Camille. Il y avait une question? Oui, d'après ce que je comprends, donc aux produits financiers ont des taux relativement élevés par rapport au taux du marché actuel. Donc, quels sont les avantages de ce type de produits financiers par rapport à un financement classique bancaire en fait? Là, c'est l'assurance d'avoir de l'argent qui est un argent soit local, dans le cadre de la Nef, soit pour sens actif national, dans des collections au niveau national. Et c'est de là. En fait, c'est de l'argent, c'est de l'argent qui n'a pas transité, qui n'est pas de l'argent spéculatif, en fait. Donc, déjà, c'est sur l'origine du produit. C'est un peu comme un label bio ou autre. C'est un argent, je ne veux pas dire propre, parce que tout le reste, ce n'est pas forcément ça. Non. Mais par contre, c'est un argent qui est beaucoup plus local et qui vient d'épargnants qui ont envie que leur épargne, elle ait du sens. Donc, c'est redonner du sens un peu à l'argent. Et après, et à la Nef et à France Active, il va y avoir des conditions spécifiques. Enfin, on ne va pas aller dans le détail, mais nous, pour les banques, par exemple, quand on propose des garanties d'emprunt, on est sur des niveaux de garantie qui sont des garanties d'État institutionnelles, en fait, qui sont hyper courantes. Et donc, qui permettent aux banques derrière de ne pas avoir à aller chercher de caution personnelle. Donc ça permet aussi de limiter l'implication du patrimoine personnel des chefs d'entreprise dans leur boîte, sachant qu'en général, on y met déjà beaucoup de choses,
Donc là, c'est une qui peut protéger son patrimoine, tout en garantissant à la banque un vrai niveau de couverture et de sécurité qui facilite son intervention. Et puis après, on a des outils, par exemple, dans la active, on peut faire 12 à 24 mois de différé de remboursement. On met quasiment 12 mois systématiques sur tous nos outils. 24, c'est plus rare. Il faut vraiment qu'il y ait une bonne raison, mais bon, voilà, ça, après, c'est des spécificités internes, en fait. Et j'ajouterais juste à ce que tu viens de dire, Émilie, c'est aussi une connaissance autant de France Active que nous, forte de tous ces secteurs de la transition, parce que c'est des secteurs qu'on accompagne depuis un moment déjà. Pour répondre à ce que vous avez dit, c'est pas le choix d'un financement ou d'un autre, c'est souvent une complémentarité de financement dans ce type d'investissement, ou de création d'entreprise. On a de multiples cas où France Active, pour ne pas le citer, vont venir en partenariat, en garantie du crédit, en garantie complémentaire de sécurité pour la banque, mais aussi en cofinancement sur certains domaines. Souvent, ce qui est un petit peu plus compliqué à financer pour les banques, c'est le fonds de roulement de départ, voilà, parce qu'on a tous un DFR, on a besoin de fonds de roulement quand on démarre une nouvelle activité ou un nouvel investissement. Donc, l'aspect trésorerie est souvent financé par le biais de France Active, pour ne pas le citer. Et nous, après, on a un complément de garantie derrière qui est plus sécurisant parce que des fois, on démarre, qu'est-ce qu'il y a comme garantie derrière? Rien de réel. Et après, je ne vais pas rentrer dans tous les détails des circuits financiers et de garanties que nous devons avoir, mais c'est sécurisant. Ensuite, au niveau du choix, j'ai envie de dire, l'avantage, c'est une notion qui est tellement vaste. L'avantage financier, alors là, il est certain que le taux de financement sera un peu plus haut que sur d'autres financements bancaires, et encore, ça dépend des durées, mais c'est quel avantage vous en retirez qui ne sera pas mesurable? Finalement, c'est votre pierre à l'édifice dont je parlais tout à l'heure, dans cet impact RSE. C'est un choix personnel. Si moi je fais le choix d'aller acheter bio et local, même si c'est un petit peu plus cher que d'acheter ailleurs, ben c'est un choix pour ma santé, certainement, je parle pour moi, et c'est aussi un choix solidaire. Solidaire, c'est pas qu'un mot, c'est aussi un choix, et c'est là où on mesure l'avantage, donc il y aura que vous en retirez. Oui, la partie avantage, elle est. C'est un champ à 360. En fait. Là, on est sur une thématique, financière, hein, donc évidemment, il peut y avoir des calculs de bas étage pour voir si c'est cher ou pas cher, mais nous, on le voit dans les entreprises, dès qu'on emmène la RSE auprès de nos collaborateurs, ils nous tirent même. Hein, maintenant, c'est eux qui sont plus demandeurs. On ne va pas assez vite à un moment donné. Donc, il faut un peu calmer les ardeurs. Mais l'avantage, il est dans la volonté de faire une fois qu'on a mis le pied à l'étrier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que le timing, on avance. Alors, on va vous faire un peu. Moi, j'avais une question. Oui, pardon. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. J'avais une question, Daniel. Question pour France Active. Bonjour à tous. Donc, Ronan, de la confiserie François Doucet à Oraison. J'avais une question pour France Active concernant, vous investissez également en fonds propres. Est-ce que vous avez quelques exemples de projets concrets à nous donner? Et puis, c'est quoi les tickets moyens, on va dire, de ces investissements-là? Alors, en fonds propres, c'est vraiment un amorçage sur des projets d'émergence, on va dire. France Active peut rentrer au capital en titre participatif à avoir. On est sur des enveloppes de 50 à 100 000 euros. Et l'idée, c'est que, comme je disais, de toute manière, il faut qu'on intervient en fonds propres que sur des structures qui vont avoir un impact social fort. C'est-à-dire qu'il faut que la structure soit engagée globalement, mais il faut vraiment, là, il y a un impact social. Donc, à titre d'exemple, on est intervenu en fonds d'amorçage auprès de la structure qui s'appelle Le Présage. C'est à Marseille, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une cuisine solaire urbaine. Ils ont créé leur propre four solaire. Ils se déplacent et là, ils sont sur un projet d'installation d'un restaurant en dur, mais qui sera complètement autosuffisant et sur une partie alimentaire et sur toute la partie énergétique, avec une approche globale. Et donc là, on est venu en amorçage, en fait, en toute première étape sur les levées de financement. Et l'idée, c'est qu'on vient en amorçage à cette étape-là, et derrière, on accompagne sur les tours de table qui vont arriver ensuite pour lever des financements complémentaires. Très bien, merci. On a une question?
Oui, moi j'avais une question plus Manuel par rapport en fait à ce fameux club RSE 04. Au niveau de l'organisation, ça va se passer comment en fait? Il va y avoir derrière, ça va être des réunions à des fréquences bien particulières. Ça va. Oui, c'est prévu. Tu nous as fait la transition. Voilà. On fait vraiment des détails, mais l'idée, c'est effectivement de faire une réunion à peu près par mois, il me semble, avec notamment la prochaine réunion qui sont la gouvernance. La gouvernance, oui. Organisée au mois de juillet. Après, je ne sais pas s'il est prévu qu'on se déplace dans les entreprises qui participent. Comme sur Réséo. C'était un peu le principe sur le programme Réséo et je trouve que c'était très enrichissant de découvrir les entreprises les uns et les autres. Donc, je pense que c'est toujours le schéma qui est prévu. Voilà. Donc, là, on a le programme sur les mois à venir. Au mois de juillet sur la gouvernance des entreprises. Et je pense que c'est important de poser, dans toute démarche RSE, on commence déjà par la gouvernance, c'est primordial. En septembre, sur le numérique, il me semble. Voilà. Mois d'août, le club est en vacances. Octobre, l'atelier thématique sur l'énergie, hydrogène ou chaleur fatale. Et très intéressant. Au mois de novembre, sur l'écologie industrielle territoriale, et donc là, c'est prévu sur la zone d'activité Val d'Urance. Et au mois de décembre, donc un atelier participatif sur l'évolution du club. C'est vrai que ça peut être aussi l'occasion de faire un premier point sur le fonctionnement du club au bout de quelques mois. Et surtout, oui, de faire participer les entreprises au choix des thématiques, comme on l'a dit tout à l'heure, pour rester un petit peu dans le schéma de il n'est pas figé, dans le programme précédent. Non, sachant que là, vous avez en fait une réunion quasiment tous les mois sur la dernière partie d'année. Ce qui était prévu, c'était une réunion tous les 2 mois. Donc, on a lancé en milieu d'année, on a concentré le programme. Peut-être que l'année prochaine, on élargira un petit peu le timing et on fera une réunion tous les 2 mois. Et ça se fera discuter avec les participants en fin d'année. On ajustera le format en fin d'année. Mais si vous avez des thématiques que tu veux aborder, ça sera open, hein. L'idée, c'est aussi qu'on réserve du temps sur les échanges des expériences des uns et des autres en matière de RSE. On s'en est rendu compte dans le cadre de Réséo, où on a créé des groupes, effectivement, et l'échange inter-entreprises sur les retours d'expérience, les problématiques qui sont affectées, la manière dont chacun aborde les chapitres de la norme de l'ETSI, donc de la RSE, elle permet vraiment parfois de trouver des solutions, des alternatives, et donc tout ça, ça va créer du lien, on l'espère, au sein du club. En tout cas, on a cette objectif. Merci François. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le financement? Parce qu'on se rapproche de l'heure qu'on avait prévue pour la clôture. On peut peut-être très rapidement, avec François, faire un focus. Alors, je vais peut-être aller de l'autre côté sur le dispositif, on va dire, alors il est à la mode, il est très connu, et sachez que c'est des fonds qui sont figés, au moins pour cette année 2021. Ça s'appelle Tremplin, c'est un guichet direct au niveau de l'ADEME. Et pour avoir pratiqué, moi aussi j'étais banquier dans une ancienne vie, les dossiers financiers, c'est vraiment le plus simple qu'on ait vu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un minimum d'investissement. Ils n'interviennent pas en dessous de 5 000 € de subvention, ils vont jusqu'à quand même 200 000 €. Et le gros avantage, c'est que c'est un tableur Excel sur lequel vous avez à peu près 50-60 actions avec vraiment une dénomination à chaque fois extrêmement précise. Par exemple, je fais mon bilan carbone, ça me coûte 20 000 €. L'ADEME abonde à hauteur de 80% la prise en charge du diagnostic. Et c'est concrètement, c'est écrit sur l'Excel. Vous faites donc l'ensemble de vos actions, vous les listez. À la fin, avec votre code NAV, votre secteur d'activité, vous savez si vous êtes éligible en fonction des actions que vous avez choisies. Vous avez une page de récapitulatif, vous imprimez ça, il vous demande quelques devis, et sur certaines actions, il n'y a même pas besoin de devis, c'est du déclaratif. Il vous verse dans le mois et demi qui suit 30% de la totalité de la subvention, en supposant que vous avez respecté le formalisme du dossier, et vous avez 18 mois pour vous faire financer les 70% qui restent. C'est assez impressionnant. On est aux alentours de 80% en moyenne
de financement sur les actions. Donc, encore une fois, on a du bilan carbone, on peut installer des bornes de recharge, de vélos électriques, on peut avoir un bilan de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'on va avoir encore Investissement en termes d'économie d'énergie. Économie d'énergie. Alors, si tu peux juste passer à la... Sur ce distribué, j'étais en vidéo au CCIR ce matin. Oui. Il y a encore des fonds disponibles. Oui, il n'y a pas beaucoup. Voilà, ouais, mais Voilà. il n'est pas épuisé. Il n'est pas épuisé, il reste on peut assez facilement le capter. Ouais. Certains fonds du plan de relance sont déjà épuisés. Hein. Celui-ci, en l'occurrence, il est en encore vert. quelle économie d'énergie? Oui. Donc là, simplement, l'ADEME nous dit en off qu'en fin juin, il n'y aura plus de fonds, hein, clairement. Donc là, si vous avez des dossiers, si vous avez des choses, venez rapidement vers nous pour valider, on va dire, les actions et monter les dossiers. C'est complémentaire de ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. Ça, c'est plus vieux, on va dire, c'est très connu des professionnels, un peu moins des particuliers. Les particuliers, c'est par exemple les combles à 1 euro. Typiquement, ça, c'est des CE. Vous ne le voyez pas, mais en fait, tout ce que vous fabriquez comme économie d'énergie, donc des kilowattheures, par exemple, ça va être isolé, hein, des triple vitrage sur un bâtiment, ça produit des kilowattheures d'économie d'énergie, et ça vous est acheté par des gens qui polluent, les fameux obligés, donc des Total, etc. Le fonctionnement est extrêmement simple. 1 kilowatt vaut tant d'euros, de centimes d'euros. Et plus vous avez des gros projets, évidemment, plus vous allez récupérer de CE. On a par exemple une brasserie à Chorges qui s'est fait financer plus de 100%, parce que ce n'est pas délirant, c'est juste, ça correspond à l'économie d'énergie qui est faite, de son récupérateur de chaleur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il produisait énormément de CUMAC, hein, ça s'appelle des CUMAC, donc c'est intéressant de savoir ça. Donc ça, c'est les CE, c'est un peu plus technique, il faut faire très attention. L'ADEME, par contre, ou en tout cas l'obligé, est très regardant sur la manière dont sont évaluées les économies d'énergie. Donc souvent, on fait appel à un bureau d'études d'énergie pour valider les économies qui sont faites. Donc CE pour, on va dire, la plupart des investissements, ça va être les combles, l'isolation classique, et tremplin pour toutes les actions qui vont être complémentaires de ce fonds. Est-ce que François, tu as le temps de faire un truc sur le fonds tourisme durable? Dans le fonds tourisme durable. Est-ce que Nick, tu peux venir là-bas? Oui, c'est une déclinaison des dispositifs contraints de l'ADEME. C'est réservé uniquement aux activités hôtellerie-restauration. Deux catégories, les restaurants et les hébergeurs, obligatoirement implantés en zone rurale. Donc, c'est pile le dispositif qu'il faut pour le département des Alpes-de-Haute-Provence, avec des possibilités de financement donc, en termes de subvention de 5 à 200 000 euros. Sur ce dispositif, Fonds de tourisme durable qui est lancé là, en ce moment, parce que ça a démarré la semaine dernière. Là, par contre, c'est un parcours qui est très fléché, il faut faire une plateforme. Donc, vous aurez tous les liens sur les documents qu'on va vous envoyer, et ceux qui seront concernés, bien sûr. Et ensuite, les chambres de commerce font partie des partenaires de l'ADEME d'accompagnement au montage du dossier, qui, lui, est quand même un peu plus complexe, puisqu'il faut faire à l'articulation d'un diagnostic d'entreprise et de la détermination d'un plan d'action pour chacune des entreprises avant la demande et la prévalidation du financement par l'ADEME. Voilà. Le fonds tourisme durable aura vocation à perdurer quand il y aura l'enveloppe. Aujourd'hui, on parle de 50 millions d'euros au moins pour l'année 2021. Certainement, il reprend du temps en 2022. Voilà. Sur le plan à ça, j'ai non, mais on a à distance quelqu'un. Voilà, le restaurateur ou l'hébergeur, mais sachez que le dispositif est. Merci François. On est là pour vous accompagner là-dessus. Et on enchaîne sur mais aussi, en fait, il y a beaucoup de dispositifs qui ont été lancés par l'État, l'ADEME, la région. Donc là, vous avez les principaux, le pack éco-conception, transition écologique des entreprises, là c'est sur le soutien à la commercialisation, un fonds décarbonation, donc là c'est plus pour les grosses entreprises, il y a du moins 3 millions d'euros, plus de 3 millions d'euros d'investissement, donc c'est très particulier. Vous avez des prêts verts aussi, des prêts bonifiés, là c'est la BPI qui fait ça. Je vous ai mis un lien évidemment en bas qui récapitule le tout, et un crédit d'impôt, ça peut être intéressant, hein. Un crédit d'impôt
sur les investissements de rénovation des bâtiments du secteur tertiaire. Donc là, typiquement, ça va être, même pour un locataire, hein, c'est tout à fait envisageable. Vous habitez, je ne sais pas, vous avez 300 mètres carrés sur un rez-de-chaussée, vous avez des travaux de rénovation, que vous soyez propriétaire ou locataire, vous aurez droit à ce crédit d'impôt qui peut aller jusqu'à 25%. Donc ça aussi, c'est assez intéressant et ça, c'est en direct avec les impôts que ça se gère. Tout le monde n'est pas éligible. On est en train de voir si la CCIB pour un de nos bâtiments. Voilà pour le topo. Alors, il y a beaucoup d'aides, évidemment. Venez vers nous pour nous questionner parce que même nous, il y a des fois, on découvre encore des nouveaux dispositifs. Je vous propose de clore peut-être avec un mot de Nicolas, et nous, Ouais. on avait. Et nous, on avait les slides simplement sur le calendrier qu'on vous a déjà exposé, qui peut bouger et avec des thèmes aussi qui sont ouverts. On a parlé de la journée du 2, enfin l'après-midi du 2, Daniel. Ouais, on en a un petit peu parlé tout à l'heure déjà. Donc, il y aura les premiers lauréats de la marque responsable qui recevront donc leur marque. Et donc, on vous invite évidemment, hein, dans la mesure où vous avez engagé une démarche dans le domaine de la RSE, à candidater hein, au prochain comité d'attribution de la marque responsable. C'est une marque qui est gratuite pour les entreprises du département et qui a vocation à vous permettre de communiquer au travers de vos produits, notamment sur votre engagement dans le domaine de la RSE. Donc, on ne va pas décliner toutes les notions de la marque, mais si vous êtes intéressé, vous vous rapprochez de nous, on vous transmettra le règlement de la marque et les conditions d'obtention avec les différents niveaux qui existent aujourd'hui. Voilà, on avait fini avec la présentation autour du financement. On peut peut-être prendre encore quelques questions, quelques remarques. Et puis, Nicolas, si tu veux clôturer, question ensuite. Vous avez faim peut-être? Ah, il y a une question. J'avais une question sur les aides que vous avez présentées. Est-ce qu'elles sont toutes soumises à la règle de minimis? Alors, ça, c'est une très bonne question auquel on n'a pas forcément la réponse et pour laquelle il va falloir prendre une par une chacune des aides. Parce que les régimes d'aide d'État sont différenciés en fonction des dispositifs et de leur montage par l'État, en l'occurrence. Et dès lors qu'on touche à des financements qui émanent de l'Europe, effectivement, il y a cette fameuse aide régime de minimis à respecter. Donc ça, c'est au cas par cas de chacune des aides qu'il va falloir déterminer. Néanmoins, je le répète, enfin, je le dis, je vais le répéter encore de nombreuses fois, pour toutes les entreprises, si vous avez obtenu des financements qui rentrent dans le cadre des minimis, vous avez été notifié pour ça. C'est-à-dire que vous avez reçu un document qui vous dit que vous avez obtenu tant d'aides et qui relève du régime des minimis. Donc, si vous n'avez jamais eu aucune notification de ce type-là, c'est que les aides que vous avez perçues ne rentrent pas dans ce régime-là. Parce que bien souvent, nous, on nous demande de fournir des attestations, on nous demande de remplir des attestations à l'appui des dossiers, mais vous vous trouvez souvent démunis, vous appelez le comptable, vous ne savez pas, nous, on n'a pas l'information de fait parce que rien n'est centralisé de ce point de vue, il y a l'histoire de secret fiscal aussi. Donc, si vous n'avez pas reçu de notification quand vous avez obtenu des aides vous disant que ça relevait du régime des minimis, c'est que ça n'en relève pas. Voilà. Ça fait vraiment, on doit pouvoir le vérifier sur le compte perso du BPI. Ah oui. Pour chaque entreprise, vous avez tout votre perso, etc. Et vous pouvez aller voir si vous êtes encore éligible ou pas. Ou si vous êtes au taquet. Après, il y a certains outils, je pense à TED, par exemple, TED, ça rentre dans les minimis. Je ne suis pas certaine, alors peut-être que c'est le cas, parce que du coup, je ne suis pas une entreprise bénéficiaire TED, nous, on est juste intermédiaire, mais c'est écrit dans la convention TED, que ça relève des minimis. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait une notif, que la région a envoyé une notif. Ouais. Par contre, en fait, du coup, soit c'est notifié, soit c'est écrit dans la convention qui régit l'aide. Je répète, BPI doit, je pense, tout centraliser s'ils sont à Lourdes, je ne sais pas, comment. Mais il me semble qu'ils centralisent tout. Ouais, ça peut être le cas. Mais... Ouais, pas ça. D'autres questions? Allez, voilà.
Alors, tous, excusez-moi pour le retard, donc je n'ai pas pu ouvrir le clôture. Merci à la directrice de la SEM de nous avoir déjà donné quelques éléments sur l'engagement de la SEM de la RSE, qui ça fait très longtemps qu'on est engagé là-dessus. D'abord, merci à la CCI et à vos partenaires de l'école d'avoir lancé ce club RSE assistant et dans un bâtiment de la SEM et un bâtiment produit d'électricité et qui est en autoconsommation. Donc, il a été on va dire en travaux il y a quelques temps. Et puis il y avait l'hôtel R6 qui date de 10 ans en arrière, qui était le précurseur sur la partie environnementale. Donc, je ne vais pas rajouter beaucoup de choses avec tout ce qui a été dit, mais vous l'aurez compris, il y a vraiment un engagement des entreprises sur la partie environnementale et la partie sociale. Je pense que notre département est un bel exemple, que ce soit sur la partie environnementale ou sur la partie bien-être. Donc, le seul mot, je dirais, c'est pour foncer dans cette démarche en tant que chef d'entreprise, vraiment pour développer notre territoire et développer nous. Nos clients sont demandeurs, nos fournisseurs, donc à nous d'aller de l'avant et de foncer dans cette démarche. Merci encore d'être ici. Merci à tous les intervenants. Merci le visionneur. Et puis rendez-vous donc alors le 2 juillet après-midi pour ceux qui veulent participer donc à la remise des trophées et le 8 juillet pour le deuxième club. Voilà.